Bon, alors merci d'avoir patienté pendant ces effets spéciaux. Hein, tout ça a été vraiment pas du tout improvisé, c'était vraiment voulu. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être là, merci d'être là. Alors, vous ne savez pas encore pourquoi vous êtes là, c'est la surprise. En fait, là, je vais faire un petit talk sur ce qu'on appelle le voyage du héros. Le voyage du héros, en fait, c'est des outils pour vous de structure narrative, des outils de storytelling. Ça va être le thème un peu de ce talk. C'est bon, ils restent tous assis. Je vais commencer par me présenter. Alors, certains d'entre vous m'ont vu un petit peu traîner. Pardon, alors, je vais arrêter de bouger pour la caméra, c'est ça. J'ai un peu évolué donc avec un cochon rose là-bas, Peggy. Mais moi, en fait, c'est Olivier Bottier. Je suis DevRel à OVH Cloud. On me trouve un petit peu sur de nombreux réseaux sociaux avec le sobriquet Rack le Poulpe. Alors, je vais dire tout de suite pourquoi le poulpe, parce qu'en gros, c'est mon totem. Un animal un peu disgracieux, pas très connu, mais plein de ressources. Moi, je trouvais que ça correspondait assez bien. Voilà, ça c'est fait. Et vous pouvez me voir sur Twitter, c'est là où je communique le plus, et surtout un repository GitHub sur Rack le Poulpe où vous avez les sources de ce talk avec plein de références de livres, de vidéos qui appuient mon discours. Donc je suis DevRel à OVH. Hein Cloud. Non mais c'est bien, en fait je voulais savoir si vraiment vous observiez, si vous regardiez un petit peu ce qu'il y avait à l'écran, ça me rassure, vous êtes très attentifs. En parlant d'attention, donc je suis aussi comédien improvisateur à Brest, Timber Salé, dans une troupe qui s'appelle la Clique à Farce. Pour ceux qui connaissent la Bretagne, c'est un plat traditionnel. Et j'ai aussi, à peu près, je fais plein d'autres trucs après. Pourquoi je précise que je suis comédien improvisateur? Parce qu'en fait, on a l'habitude d'écouter, ça c'est une pratique qu'on fait souvent, et de réincorporer des petits bouts de trucs et qu'on réutilise après. Pour vous donner un exemple assez concret, j'ai passé 2 jours là, sachant que j'étais le seul, a priori, à savoir, je faisais la keynote de fermeture, et je me suis amusé pendant 2 jours à vous écouter, à prendre des petites choses, et puis j'ai commencé à vous dire, oh, ça serait marrant de les intégrer. Dont une, en fait, qui m'a coûté ma nuit de sommeil. Hier soir, alors bon, c'est pas un choc culturel, je suis déjà venu ici, mais j'ai découvert qu'en fait, ici, quand on trinque, on regarde, coucou Fanny, je ne veux pas te citer, alors chez nous, c'est une tradition, on regarde les gens dans les yeux pour trinquer, et ici, j'ai remarqué qu'en fait, il fallait ouvrir très très grand les yeux et incliner un peu la tête et faire Je suis rentré assez tôt hier parce que je voulais être en forme pour aujourd'hui, et tout mon petit process de sommeil, et j'ai envie de réintégrer, mais non, dors. Ah, si, non, dors. Bon, finalement, une photo de profil, allez, hop, j'ai adapté, tac, voilà. Je vais vraiment, voilà, donc Fanny spéciale dédicace. Donc voilà, on récupère un petit peu des petits trucs, et vous allez voir, ça va arriver dans le talk, il y a des petits trucs un peu custom. Je voulais faire déjà un tout grand merci à Tourentech. Il faut savoir que pour ma petite histoire, ça fait un peu plus d'1 an que je suis chez OVH. Que la Tourentech, c'était ma première sortie officielle en fait dans une conférence. J'étais bébé DevRel et il faisait très froid parce que à cause du Covid, donc on avait tous les manteaux et j'étais là-bas. Et donc voilà, c'est une émotion particulière de revenir ici donc 1 an après, dans d'autres conditions. Il y a un chemin qui s'est une histoire qui s'est racontée entre les deux, donc je suis très très fier et très honoré. Pour moi, donc la Tourentech, pas la Tourentech, c'est une conférence qui est spéciale pour moi. Donc, encore un tout grand merci déjà de votre accueil, de la part de tout le monde. Quand même. Et parmi vous, est-ce qu'il y en a qui ont eu l'occasion d'être speaker ou d'avoir soumis des CFP, donc justement, pour cette édition? Levez la main, s'il vous plaît. Applaudissez-vous, j'ai envie de dire, bravo. Et aux personnes qui ont levé la main, en fait, je vous observais quand vous avez soumis, parce que c'était vraiment sur le bandeau là, de conférence hall. Bref, la question, c'est pourquoi vous êtes là, à part assister à une keynote de fermeture d'une conférence. Qu'est-ce que je vais vous apporter, moi, dans ce talk? Donc, l'idée, c'est de vous fournir, à vous, des outils pour permettre de raconter des histoires. C'est un sujet qui me passionne. Des histoires, plus spécifiquement des histoires dans le monde de la tech, que ce soit IT ou autre. J'ai hier soir une discussion avec quelqu'un qui était là aussi, Paul Roy, qui me disait que c'était un réel besoin en fait autour de lui. Il y a plein de gens qui sont passionnés par leur sujet, par leur métier,
que ce soit dans leur quotidien ou des side projects, et qui ont envie de partager, qui ne savent pas comment, qui n'ont pas juste l'élément de base. Ils se disent, mais comment je peux raconter ça en pensant, mais ça va être barbant. Voilà, on peut dire qu'un sujet technique, enfin bon, ça... Donc en fait, je vais donner un petit peu des outils pour éclaircir tout ça. D'abord, des histoires. Si on va prendre un petit peu de recul. Dans le talk, en fait, on va manipuler la notion d'histoire, la notion de public. On va malaxer ça un petit peu dans tous les sens. Et déjà, on va commencer à se poser la question, pourquoi est-ce qu'on raconte des histoires? En fait, c'est tout simple. On raconte des histoires depuis que l'homme est homme jusqu'à maintenant. C'est pour transmettre, pour enseigner et pour divertir. Et ça fait vraiment partie de l'évolution de l'homme. Et c'est indispensable. Tant qu'il y aura des hommes, il y aura des histoires. Après, je ne sais pas, vous avez certainement vu nombre de sujets techniques aujourd'hui. Je suis sûr que là, ce que je vais vous apprendre, ça vous servira demain s'il n'y a plus de technologie. Après un hiver nucléaire, peu importe. Donc, on est peut-être là au bon moment. Les histoires, sous quelle forme? En fait, on les trouve aujourd'hui. Donc, naturellement, à notre époque, on va penser aux livres, on va penser aux films, on va penser aux séries, mais après, on les trouve un petit peu partout, les histoires. Ce que j'ai fait, moi, pendant 2 jours, j'étais assis là, un petit peu au milieu, je me suis promené aussi, mais il suffit juste d'écouter. Et des histoires, en fait, il y en a partout, sous toutes les formes. Elles peuvent apparaître sous forme d'une bribe de conversation, une émotion qu'on perçoit. J'imagine que vous faites souvent, vous êtes en train de boire un coup à une terrasse, vous regardez des scènes de vie, et vous imaginez, je ne sais pas, vous n'avez jamais fait l'exercice d'imaginer en fait ce qui s'est passé avant, une discussion d'un couple, une personne isolée, ce qu'elle fait, voilà, d'essayer d'imaginer un petit peu tout ça. On est baigné dans les histoires. Là, dans cette conférence, j'ai eu quelque chose de particulier, une émotion vraiment sincère. Après avoir discuté avec Fabien, je ne sais pas où tu es. Tu es là, juste devant, excuse-moi. Fabien, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que de conférence en conférence, moi, ça fait 1 an que je tourne un petit peu sur les circuits, et j'avais jamais eu l'occasion, je savais que ça existait. Il a un petit carnet de croquis, et tu demandes aux gens, ceux qui veulent, en fait, de dessiner un robot. Chacun a son interprétation du robot à dessiner, et voilà, c'est juste collecter ça. Et quand tu m'as montré ce carnet, donc j'ai eu l'honneur, je trouve que c'est un honneur en fait d'avoir ajouté ma pierre à l'édifice. Chaque page, c'est une histoire en fait. Et tu me l'as raconté en fait, et avec émotion, tu es revenu. Ah oui, ça t'a fait penser à une histoire justement. Tu as remonté dans le temps, tu es revenu et ça, tu dis, ah, ça c'était telle conférence, ça m'a marqué. Et tu nous racontais toi-même les histoires, à la fois de chaque page, mais l'histoire aussi de tes histoires, de tes livres. Et donc en fait, on les trouve partout, juste à qui sait écouter. Donc merci Fabien, parce que c'était... alors je vous invite vraiment, si vous êtes curieux, alors attention, pas tous d'un coup, à le voir, mais c'est... on touche à la poésie même presque des fois dans ce que j'ai vu. Et c'était une vraie émotion. Et en tout cas, donc un tout grand merci. Après, si on se pose la question, donc on a vu un petit peu, donc si je reviens un petit peu sur la forme des histoires, non seulement il y a la façon, il y a le média qui va vous la restituer, il y a aussi la chronologie, il y a des étapes, il y a des choses qui sont plus ou moins connues. Dans la forme, il y a des histoires qui vont être rythmées, des histoires plus lentes. C'est assez facile finalement de prendre un modèle, de le copier. Mais si on se pose ensuite la question, et ça c'est là ça va, des choses qui sont assez fondamentales, à qui est-ce que s'adressent les histoires? Faut savoir que quand on parle de storytelling, le storytelling c'est pas juste de la mise en forme un petit peu d'un récit en mettant des effets. Et on peut avoir une mise en forme, on peut avoir quelque chose d'assez structuré, mais globalement, sur un public comme le nôtre aujourd'hui, si vous regardez un film ou si on vous raconte une histoire, vous n'avez pas tous à avoir la même réaction, la même émotion, le même ressenti par rapport à cette histoire. La notion de public, quand on raconte une histoire, est juste fondamentale. C'est pour se poser la question,
même sur une histoire qui semble un peu bateau, avec une structure narrative très cadrée, très posée, connue, finalement, il y a des choses qu'on raconte derrière. Il y a beaucoup d'histoires, en fait, où on voit des enchaînements d'actions, mais finalement, si on gratte un peu, c'est des histoires qui vont enfin, on va plus loin dans le... Je me perds un petit peu dans mon explication. On va revenir, voilà, on va changer. Qu'est-ce qui est important? Ce qui est important, en fait, quand on raconte une histoire, déjà, la première chose, c'est de toucher aux émotions. On s'adresse à un public, en fait, et on va essayer, dans la mesure du possible, en fait, de réagir avec des émotions. La première émotion qu'on va chercher, en fait, c'est l'empathie. L'empathie, et qui va déclencher l'identification. Ça va être la première étape de l'histoire, ça va être essentiel. Pourquoi? Parce qu'après, au fur et à mesure qu'on va progresser dans l'histoire, en fait, les émotions vont arriver, les émotions vont changer, et il faut toujours qu'il y ait un lien, une connexion entre l'histoire et le public, et que les émotions qui sont représentées par le personnage principal de l'histoire soient les vôtres aussi. Et il y a plein de petites mécaniques, en fait, qui font que ça marche et qu'on arrive à accrocher, quand on raconte une histoire, qu'on arrive à accrocher le public et le faire voyager dans les émotions de la même façon. Comment on touche le public? En fait, une fois qu'on a acquis l'empathie, c'est d'aller y poser les émotions. Les émotions, c'est facile, en fait. On peut jouer sur les peurs les plus connues. Ça va être les peurs de la mort, donc on va voir un peu plein de choses. L'amour aussi, c'est toutes les comédies romantiques, en fait, tirent sur cette émotion-là. Et moi, il y en a une que je traite un peu, c'est la glossophobie. Alors, pas la grossophobie, la glossophobie. C'est en fait, la glossophobie, c'est la peur des interactions sociales, qui est, selon des études américaines et anglaises, c'est la peur la plus présente au monde. S'il y a un classement, c'est la peur, en fait, la plus haute dans le classement. Interaction sociale, donc la prise de parole en public. Donc, si vous voulez raconter une histoire qui fait peur, racontez-vous devant des gens. Ça marchera plus que la mort. Ouais, c'est devant la mort. Donc, c'est important vraiment d'avoir une notion à qui on s'adresse. Dans les histoires, d'ailleurs, souvent, vous êtes certainement dit « Ah, j'ai deviné la fin » ou « C'est lui l'assassin ». Enfin, c'est des clichés, mais vous attendez. Majorité des films, à un moment, quand ça se calme, on fait des petites conversations à peu près vers le milieu du film, des échanges de confidences ou petite musique, voilà, on partage des trucs. Vous savez qu'immédiatement derrière, ça va être le bazar. Il va y avoir des gros événements, il va y avoir des gros trucs. Instinctivement, vous avez déjà connaissance de certaines structures. Et j'ai envie de dire que même vous êtes déjà vous-même des experts en histoire. Pourquoi? Parce que depuis votre naissance, on vous raconte des histoires. Depuis votre naissance, vous êtes déjà habitué à ce qu'on vous êtes abreuvé d'histoires. Et vous en avez fait, finalement, vous en avez acquis déjà les schémas inconsciemment. Après, après c'est assez facile de les étudier par la suite, mais globalement, vous avez déjà en vous toute la connaissance et vous pouvez anticiper beaucoup de choses. Ce qui explique des fois les sentiments aussi de déjà-vu, surtout pour les histoires qui respectent toujours le même schéma. Finalement, en changeant les personnages, en changeant un peu le contexte, vous dites, voilà, vous êtes en train de revoir quelque chose que vous avez déjà vu. On va faire une petite expérience pour faire globalement ce que je vous disais. Petite expérience, alors ça c'est pareil, j'ai mis longtemps à m'endormir. J'ai reçu des photos hier soir de ma fille, en fait, qui est avec le téléphone de sa mère, prenait des photos un peu partout, donc elle a bien quadrillé la maison. Et il y en a deux qui m'ont interpellé, j'ai dit tiens, celle-là je vais un peu les réintégrer. Alors effectivement c'est une poupée. Quand on voit ça, si on devait aujourd'hui faire l'exercice d'intégrer cette image-là dans une histoire, qu'est-ce qui s'est passé avant? Pourquoi on est dans une situation... Alors, on imagine une situation un petit peu inconfortable. Enfin, en tout cas, moi, si je me posais comme ça, je ne serais pas à l'aise. Dans un environnement assez fermé, voilà, on peut imaginer à quel moment vous situeriez cette scène dans une histoire, dans un schéma, en fait, que d'après vous. On serait déjà, je pense, assez avancé dans l'histoire. Il y a certainement eu des protagonistes avant, plein d'éléments qui auraient fait que ce personnage-là se retrouve dans cette situation-là. Donc déjà, instinctivement, je pense que vous avez déjà situé temporellement
une scène dans une histoire sur un schéma qu'on n'a même pas vu, qu'on n'a pas expliqué, mais que vous, en fait, vous avez déjà interprété plus ou moins. Si on prend cette même scène et on change un peu de contexte, ça, j'adore ma fille pour ça, c'est top. Là, quand je vois cette image-là, ça me raconte une autre histoire. Alors, je ne sais pas pour vous, mais là, on voit bien, donc, c'est toujours la même personne, avec là, a priori, toute une famille ou des gens qui ont l'air super top, et là, on sent un petit peu l'exclusion quand même. Moi, ça me fait penser au début d'Harry Potter ou des films ou Cendrillon. Enfin, là, c'est. Et là, instinctivement, je me suis dit, cette scène-là, on est au début d'une histoire et on explique que cette personne-là, bah, elle n'est pas à l'aise avec le reste de sa famille qui, elle, a l'air plutôt cool. Instinctivement, avec deux images, en fait, donc vous avez déjà en vous ces schémas-là. Vous avez déjà ces structures-là, vous savez les poser. Faites le même exercice en écoutant autour de vous une conversation. Vous pourriez potentiellement imaginer, tiens, ils en sont où dans leur histoire, ces personnes-là, etc., etc. Alors, on le fait pas. Moi, je suis assez formaté quand même sur le truc, donc c'est un réflexe que j'ai pris du fait que je fasse de l'impro. Voilà, j'aime bien écouter, j'aime bien resituer ça, et moi, c'est de la matière que je réutilise énormément sur scène. Pour expliquer tout ça, un petit peu, globalement, pourquoi toutes les histoires se ressemblent, je ne l'ai pas inventé. Il y a quelqu'un qui a déjà fait des études là-dessus, il s'appelle Joseph Campbell. C'est un mythologue, un vrai mytho. Celui-là, non, pour de vrai, c'est son vrai titre. Son livre, assez connu pour... c'est Le héros aux 1001 visages. Et là-dedans, en fait, il explique que la plupart des histoires, des récits de populations à travers le monde qui pourtant n'avaient pas de relation entre elles, finalement racontaient, au final, toujours la même histoire. On va faire très très vite. C'est un cycle avec un changement d'état, en fait, d'un état initial, un rapport à la mort et une résurrection. Donc une espèce de cycle initiatique. Donc ça, il a fait donc la référence à Courthoët sur les mythes et le voyage du héros. Le voyage du héros, on retrouve un petit peu ce concept-là. Donc ça, lui, il a vraiment théorisé, mis en valeur, sorti un schéma de structure narrative à partir de tous les récits et contes du monde. Cool. Deuxième référence, un petit peu, c'est le guide de scénariste de Christopher Vogler. Christopher Vogler, c'est un consultant en scénario aux États-Unis qui recevait énormément de scénarios, qui devait éplucher en fait une espèce de triage. Et lui, il s'était fait aussi la réflexion que effectivement toutes les histoires se ressemblaient. Et hop, triage. Et du coup, il s'est interrogé. Donc, il a rapproché ça des travaux de Joseph Campbell. À titre informatif, le voyage du héros, c'est ce qui a servi de base pour construire toute la saga Star Wars. Christopher Vogler en a fait un petit truc pour Hollywood, un petit feuillet en 17 pages qu'il appelait donc le voyage du héros, mais à destination des scénaristes. Et ça s'est arraché. Et la première mise en pratique du voyage du héros de Christopher Vogler, un petit film d'animation issu des studios de Disney, avec un lion et Hakuna Matata, le roi lion. Donc plutôt une belle ref. Donc là, de ces deux bouquins, j'en sors cette structure, le voyage du héros. Alors je mets une astérix là. Quand je parle du voyage du héros, c'est le voyage du héros avec un H majuscule parce que c'est le héros au sens mythologique du terme et ça n'a rien à voir avec le genre. On parle bien sûr de héros, que ce soit héros ou héroïne. Donc pour moi, c'était important d'apporter cette précision. C'était moins clair à l'époque, sachant que ça date quand même des années 70. C'est énormément retravaillé aujourd'hui, remis au goût du jour, et maintenant c'est complètement naturel qu'on parle évidemment de tous les genres. C'était important pour moi d'apporter cette précision. Et sachant qu'il y a des bouquins, là, je ne vais pas faire le voyage du héros, je vais faire le voyage du héros vite fait, parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Donc le voyage du héros vite fait. Globalement, c'est 12 étapes. La 9e va vous surprendre. Réparties réparties en 3 actes. 12 étapes vraiment bien définies. Donc c'est un modèle, voilà. Et 7 archétypes. Qu'est-ce que c'est qu'un archétype selon Vogler et selon Campbell? Un archétype, c'est la représentation d'une énergie ou un personnage en fait, qu'on va retrouver globalement dans la majorité des histoires, qui vont avoir une fonction dramatique et une fonction psychologique. On va les voir un petit peu après. Donc vite fait, j'ai dit vite fait, parce que sinon ça va très très loin. J'utilisais ce modèle-là en fait juste pour expliquer qu'en respectant les principes du voyage du héros, globalement, Star Wars, le premier épisode, l'épisode 4 chronologique, et Dirty Dancing, c'est la même histoire. Et pour de vrai. Et avec les mêmes enjeux, en allant très loin. C'est quand même une relation entre un personnage principal et son père, et avec des enjeux qui tournent autour. Et après, on retrouve, étape par étape, avec les mêmes archétypes, et Dirty Dancing et Star Wars, c'est la même histoire.
Moi, j'ai une affection particulière pour Dirty Dancing, c'est complètement assumé. Et à un moment, on se pose la question, pourquoi Star Wars m'a plu et pourquoi Dirty Dancing m'a plu? Parce que finalement, je savais en quoi ça faisait écho en moi, le rapport au père. Et normal, ça me touche, c'est un sujet personnel qui vibrait un petit peu. Donc en fait, en gros, pour aller vite, c'est un acte, 2 actes et 3 actes. Au début, sur le voyage du héros, on part sur le monde ordinaire, où on explique un petit peu le début de l'histoire, où va se situer l'action, dans quel monde évolue notre personnage principal. L'appel de l'aventure, où il se passe un truc super, tu devrais y aller. Refus de l'appel, non, non, je suis bien ici. La rencontre avec le mentor, si, vas-y, je te jure, pouf. Passage du seuil, ok, j'y vais. T'es sûr? Ouais, vas-y. Là, on dit, oh, attention. Là, on rencontre l'environnement, le nouveau monde, le monde extraordinaire, avec toute la faune, tout l'environnement. Une étape d'approche, on découvre aussi qu'il y a l'existence de l'ennemi, quelque chose avec qui on va se battre. On approche, donc le petit moment où on discute, on fait des petites confidences, tout ça, et boum, après, le fameux passage où c'est la merde, c'est là. L'épreuve suprême. Et là, on est à la moitié du voyage. À ce moment-là, il y a un rapport à la mort. Alors, un rapport à la mort, si on part dans des grandes épopées, il y a plein de choses qui peuvent mourir. Des personnages, le personnage principal lui-même confronté, presque mort, la mort du mentor, il faut y avoir plein de choses. Si on revient un petit peu à l'objectif initial de vous faire des talks à partir de ce modèle-là, allez-y doucement sur le rapport à la mort dans les histoires que vous racontez. Ça fout une assez mauvaise ambiance, d'habitude, évitez quoi. Cela dit, c'est important de le préciser à ce moment-là. Quelque chose doit mourir, donc quelque chose doit mourir, pas forcément quelqu'un. Et après, il y a la résurrection. Jusqu'à la résurrection, en fait, il y a tout un parcours. On récupère une récompense. Notre personnage principal a un nouveau super pouvoir, et déjà, il peut s'en sortir. Le chemin du retour, c'est une étape cruciale où, vous avez vu, j'ai parlé du personnage principal. Le personnage principal décide d'aller soigner son monde avec sa compétence, et là, par la notion de sacrifice, devient héros. Et c'est là qu'il devient héros. Et après, donc, grosse bagarre. Retour avec l'élixir. L'élixir, c'est la récompense qu'il offre aux autres. Et pouf, il a fini son voyage. C'était vite fait. Hein. Les archétypes. Important, les archétypes. Et justement, si on parle de la carte du voyage, on peut prendre vraiment de manière très schématique, raconter une histoire en suivant ce modèle-là. Vous allez avoir un truc structuré, cool, qui va faire écho à des choses connues, mais qui peut sonner creux si on ne va pas travailler avec les archétypes. Les archétypes, c'est des énergies ou des personnages en fait, qui vont intervenir à plusieurs moments de l'histoire. Et je regarde le chrono, j'ai aucune idée de combien... Bon, bref. Il y a 7 archétypes, et une fois que le héros aura fini son voyage, en fait, il aura absorbé, on dit qu'il absorbe en fait toutes ces énergies. Alors, il n'absorbe pas physiquement le mentor ou quoi que ce soit, mais en fait, il gagne en fait en expérience à chaque fois des confrontations ou des rencontres avec les différents archétypes. Et une fois qu'il a absorbé tout ça, quand il a fini son voyage, en fait, il est passé du moi au moi transcendé. Alors ça, c'est du Carl Jung un petit peu. On en fait ce qu'on en veut, mais en gros, c'est la carte du voyage intérieur. Quand on parle du voyage du héros, il y a le voyage extérieur, très extérieur, et le voyage intérieur, très intérieur. Merci. Comme je disais tout à l'heure, un archétype, en fait, c'est une énergie, une personne, quelque chose. C'est un masque, en fait. On dit, on pose un masque, en fait, sur quelque chose ou sur quelqu'un. Le personnage principal, à un moment, peut être lui-même son propre mentor. On dit qu'il prend le masque du mentor, et puis après, l'histoire va continuer d'avancer dans ce truc-là. Justement, venons-en au mentor. Comme je disais tout à l'heure, donc, les archétypes ont 2 fonctions, la fonction dramatique et la fonction psychologique. La fonction dramatique sert à faire avancer l'histoire et la fonction psychologique sert justement à travailler, à raisonner avec vous, en fait, avec votre ressenti. J'insiste, alors, on revient sur le voyage du héros de Lighty. Les archétypes qui sont intéressants à raconter dans le monde technique, souvent, c'est celui du mentor. Je voudrais faire une petite parenthèse, parce que moi, quand j'ai vu à la conférence qu'il y avait Julien, t'es où ? Ils sont tous devant. J'ai pensé à Julien directement. En gros, Julien fait énormément de travail de coaching en fait, pour les primo-accédants aux conférences. Je ne sais pas si j'ai un petit peu résumé. Donc du coup, j'ai voulu partager un petit peu ces notions de mentorat.
là, on a eu des échanges en fait, qui pourraient faire l'objet d'un talk, en fait, la différence entre un mentor et un coach. Et globalement, moi, je vais rappeler, d'un point de vue Vogler, d'un point de vue Campbell, le mentor, c'est quelqu'un qui connaît le monde extraordinaire, là où veut aller notre personnage principal, et qui va soit lui donner des éléments pour l'aider à affronter les épreuves qui vont arriver, ou alors freiner aussi le personnage principal qui voudrait y aller trop vite en n'étant pas prêt. Le mentor, en fait, voilà, c'est quelqu'un, souvent, on dit que le mentor, c'est un héros qui a déjà fini son voyage. Un mois accompli, voilà, blablabla. Donc c'est quelque chose qu'on va retrouver assez souvent dans les histoires, et là qu'on peut incorporer dans vos histoires, c'est quelqu'un, en fait, qui connaît quelque chose vers lequel vous allez et qui vous donne des petits bouts de trucs qui vont vous aider à y aller. Ou vous freiner. J'ai un exemple, là, sur un coaching que j'ai fait récemment, j'ai eu le rôle de mentor avec quelqu'un qui voulait aller très, 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 très vite, en fait, et qui n'était pas prêt. Donc là, en fait, je l'ai surtout freiné. Voilà, c'est souvent, dans la plupart des histoires, le mentor, c'est le rôle du coup de pied au cul. Un autre archétype qu'on retrouve assez souvent, surtout dans le monde de l'IT, celui-là, il est assez rigolo, enfin rigolo, c'est le gardien du seuil. Quand j'ai pensé gardien du seuil, donc c'est quelqu'un en fait qui, quand on le rappelle au niveau du schéma, ça va se situer par là. Gardien du seuil, le gatekeeper, c'est quelqu'un qui va empêcher le personnage principal d'accéder au monde extraordinaire sans pour autant mettre en danger son intégrité physique ou le menacer en quoi que ce soit. Il est là juste, il dit non, tu passes pas. Et en fait, la première confrontation, en fait, ça a juste pour rôle psychologique d'aller tester la volonté du personnage principal, mais vraiment aller vers le monde extraordinaire. C'est juste un test d'engagement, pour voir si vraiment on y va ou pas. Globalement, dans le monde de l'IT, il y a beaucoup de gardiens du seuil. Pas qu'ils nous empêchent en fait volontairement d'aller vers des technologies, mais souvent par leur prise de position nous empêchent en fait d'y aller. C'est involontaire ou pas. J'ai discuté avec... alors, je vais enfin prononcer bien les prénoms de Cécile et Iris. A priori, il y a eu... j'ai discuté un petit peu avec Cécile et Iris suite à leur talk. Et je ne sais pas si... Cécile, tu es là? Ah, tu aurais pu te mettre devant comme les autres. Je suis très déçu. Et en fait, il y a un archétype que je n'ai pas encore tout à fait appréhendé et que je ne vais pas présenter, parce que je dis, forcément, des gardiens du seuil, en tant que femme, dans la tech, il y en a, enfin on le sait, par tous les échos, tous les retours, et il y a un archétype que je n'ai pas appréhendé, je dis, c'est pas tant des gardiens du seuil que des connards, en fait. Et donc, c'est encore un autre sujet. En fait, tous les exemples que tu m'as donnés, le premier, c'est ton premier jour d'embauche, la personne qui t'embauche, qui te demande si ton copain est d'accord, enfin un truc super, en fait, ça te met bien à l'aise. Tu dis ouais non, c'est pas une épreuve, ça, c'est juste un connard en fait. Bref, on va revenir sur nos objectifs parce que le temps passe pas très très vite. Donc ça, c'était ma base de travail. Je vous dis pour des conférences tech, je fais de l'impro, j'ai d'autres déclinaisons, j'ai d'autres outils. Je vous rassure, ça va aller très très vite. Keith Johnson, le pape de l'impro, en fait, lui, je m'en suis servi parce qu'il a énormément théorisé le rapport de la scène au public. Il y a même des techniques pour vous mettre en transe. On ne va pas aller jusque-là. Mark Jane, c'est un improvisateur. Lui, il a décliné le modèle du voyage du héros en prenant des outils de Keith Johnson pour le monde de l'impro, pour la scène vivante. Il y a pas mal de choses aussi qu'on peut restituer, qu'on peut utiliser. Et Nabla Levis aussi, qui est un improvisateur, qui nous fait une espèce de synthèse de tout ça, et qui est le premier livre en fait accessible. En fait, si vous voulez vraiment vous initier, avoir des éléments de base sur comment être sur scène, comment s'adresser à un public, on peut partir de ce livre-là. C'est très 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 bien. Allez, on va à l'essentiel. Sur l'objectif de saut, c'est le voyage du héros de l'IT. Globalement, c'est un mindset. J'aime bien ce mot. C'est le seul anglicisme que je vais mettre parce que j'aime bien ce mot. C'est vraiment un état d'esprit. Donc ça, c'est les deux outils que je vais vous donner si vous partiez demain d'une feuille blanche pour raconter un sujet technique à des gens, à une entreprise, en conférence. Et un modèle, ce qui va être un petit peu le voyage du héros, mais remanié, un petit peu plus cool. Le mindset, voilà, pour moi, c'est le plus important. La première chose, j'en discutais encore... hier avec Paul Roy, il me disait « Ouais, mais comment est-ce que je peux passionner les foules avec mon Java 15 ?»
Mais c'est possible. Pas de jugement. Mais c'est vrai, en fait, vous pouvez raconter l'histoire d'un framework, de n'importe quoi. C'est pas tant raconter un produit qui va être intéressant, c'est de raconter votre expérience avec ce produit. Forcément, à un moment, quand vous avez envie de raconter quelque chose qui vous passionne, c'est que potentiellement, vous avez découvert ce truc, vous avez eu toute une découverte de ce produit. Il y avait un avant, il y avait un après. Et c'est ça qui est intéressant à raconter, c'est votre interaction avec tel ou tel outil. Et ça, globalement, en faisant ça, vous pouvez même vous adresser à un public assez large, on va parler d'universalité, avec des gens qui ne vont rien paner à la technique, mais qui vont dire « Non, c'était une belle histoire ». Globalement, pourquoi ? Quand vous racontez quelque chose, partez du principe, c'est simple, que le héros ou l'héroïne, c'est vous. Ou le personnage principal, racontez-vous avec un produit. Pourquoi ? Parce que par rapport à un framework, vous êtes beaucoup plus capable de véhiculer des émotions qu'un JavaScript ou un truc, peu importe. Je vais prendre, en parlant d'émotions, je vais prendre l'exemple de Maeva. J'ai vu, Maeva, que tu étais là. C'est pareil, dans mon petit parcours de conférence, en fait, au tremplin des speakers l'année dernière, j'ai été touché par le talk de Maeva. Pourquoi ? Parce qu'elle nous a fait une conférence, en fait, en livrant une énorme partie d'émotions et de choses personnelles. Et sur le curseur un petit peu de la pudeur qu'on peut mettre quand on est sur scène, et de ce qu'on veut distribuer, je trouve que tu as été vraiment parfaite, parce que ce que tu as donné, on l'a pris comme un cadeau, et l'histoire était chouette. Vraiment, et c'était une des meilleures conférences que j'ai vues, parce que le sujet était intéressant, et ce que tu as mis l'a complètement mis en valeur. Donc juste en rajoutant de l'émotion, et c'est un talk dont je me souviens. Et j'en parle aujourd'hui, et je te restitue ça, c'était vraiment parfait. Donc c'est bien de mettre des émotions. On peut rajouter dans une histoire, même en gardant une structure, on peut mettre des valeurs, on peut mettre des choses qui vous touchent. On peut dire, voilà, rajouter des éléments qui vous ont choqué, potentiellement des choses qui vous voulez porter des messages. À partir du moment où on a une prise de parole publique, vous avez des responsabilités, vous pouvez aussi transmettre des valeurs. Et ce qui est important dans une histoire, c'est de ne pas hésiter à pas se fragiliser, mais de mettre des défauts, d'expliquer des problèmes. Parce que ces problèmes-là, ces défauts-là, globalement, ils vont être résolus à la fin. Donc c'est bien à un moment de les expliquer avant de passer directement à la solution. Et surtout, le plus important, à partir du moment où vous commencez à raconter une histoire, en suivant un certain modèle, vous allez créer de l'empathie. Et vous allez chercher un petit peu de l'identification aussi du public, et vous vont dire, voilà, tout le monde va s'apaiser, ah oui, on raconte une histoire, et voilà, ça va faire écho. Lui, je me mets à sa place, effectivement. Et on partage, et tout de suite, on est embarqué tout de suite dans la suite. Avec deux, trois trucs. Donc ça, c'est vraiment le mindset. Partir, voilà, racontez-vous avec un produit plutôt que de raconter un produit. Et le modèle un petit peu réduit, le voyage du héros de l'IT, c'est le voyage du héros vite fait, mais encore plus vite fait. Commencez par vous raconter, un petit peu comme Vogler, votre monde ordinaire. D'où vous partez avant de parler de votre produit. Pourquoi ? C'est important parce qu'on va voir un petit peu la transformation. On parle vraiment, quand une histoire, c'est vraiment une transformation physique, externe et interne. Donc du coup, il ne faut pas hésiter, et c'est là que des fois ça peut paraître compliqué, de tout de suite parler de défauts et de problèmes. Vous dire, ouais, mais je parle d'un truc, et déjà j'envoie des trucs négatifs. Non, ne mettez que les défauts et les problèmes qui seront résolus à la fin. Uniquement ça. Si vous en mettez trop, il va y avoir un déséquilibre et ça ne sera peut-être pas automatique, mais ça va être perçu. Dites, tiens, on a parlé de ça, on avait des tas de problèmes et on n'en résout que 2 à la fin. Ok, l'histoire est bien, mais il manque un truc, c'est pas parfait. Là, on va parler de boucle, en fait. À partir du moment, tout ce que vous mettez au début, vous le solutionnez à la fin, vous avez fait une boucle. Donc ça, c'est très important de partir là-dessus. Et après, on va prendre tous les archétypes, ou pas, mais en tout cas les principaux. Ce qui est intéressant de raconter dans une histoire, un framework ou un outil, n'importe quoi, c'est le moment où vous avez découvert son existence.
Qui vous l'a apporté? Qui vous l'a fait découvrir? Citez des noms, humanisez le concept. Racontez aussi potentiellement la personne qui vous a aidé, qui vous a accompagné, qui vous a donné des outils sur ce truc-là. Sachant que, comme on disait tout à l'heure, le mentor, ça peut être vous-même. Vous pouvez être, en ayant aller chercher dans une documentation, vous pouvez aussi vous motiver vous-même. C'est un archétype, c'est quelque chose qui n'est pas forcément physique, mais c'est bien de le montrer. Parce qu'à partir du moment où vous commencez à structurer ça sous ce forme-là, c'est une structure qui est connue et naturellement, vous allez avoir de l'adhésion du public. En fait, ils vont vous écouter. Et voilà, il y a plein de trucs inconscients qui vont se mettre en route et dire oui, il y a un truc, non, j'y vais pas. Le refus de l'appel, c'est quelque chose qui est naturel et qui est vite ressenti. Puis il y a quelqu'un qui nous aide, allez, ok, on y va. Évidemment, quand on y va, pam, le seuil. Le vrai gardien du seuil, le vrai test, le masque du gardien du seuil, plutôt que de dire c'est quelqu'un qui vous empêche d'avoir cet aspect négatif. Dans votre entreprise, le refus d'un budget, ça peut être aussi le gardien du seuil. C'est une épreuve à surmonter. Vous avez une super idée, vous voulez monter une équipe, vous voulez déployer un outil, bah ouais, on n'a pas de thunes. Bah voilà, on va trouver, on va se chercher à négocier sur des trucs, etc., etc. Mais finalement, c'est le passage qui va marquer l'engagement et qui va vous engager dans l'histoire. Testez votre engagement. Et après, là, on raconte un petit peu les péripéties. Là, on parle de péripéties. On rencontre un petit peu, là, on a commencé à travailler, à utiliser ce que vous êtes en train de raconter, vous le manipulez, et là, vous allez avoir toutes les choses intéressantes à raconter. À ce moment-là, on retrouve, je vais faire une petite parenthèse, j'aime bien après le premier seuil, souvent, il y a la symbolique du point d'eau. La symbolique du point d'eau, c'est quelque chose qui remonte à très longtemps. Campbell nous explique ça, c'est que dans les tribus, globalement, quand elles voulaient s'informer sur la faune locale, ils allaient au point d'eau le plus proche et regardaient sur une journée, en fait, toutes les bêtes, que ce soit les proies ou les prédateurs, passaient à ce moment-là, et donc ils prenaient connaissance. Globalement, quand vous arrivez dans une entreprise, où est-ce qu'on vous emmène? À la cafette. Symbolique du point d'eau. Quand on arrive ici, on arrive à une conférence Tourentech, qu'est-ce qu'on fait? On boit un café. Et qu'est-ce qui se passe à la cafette? Qu'est-ce qui se passe au café? On voit la faune. On découvre, alors, nos amis, nos alliés, normalement, on n'a pas trop d'ennemis dans ce genre de contexte, mais potentiellement, dans une entreprise, vous pouvez aussi dire « Ouh, celui-là, je l'aime pas », avoir un mauvais pressentiment, s'avérer, etc., etc. Mais en fait, on découvre, à ce moment-là. C'est une étape assez importante et assez rigolote. Pas obligé de le placer, mais je trouvais ça rigolo d'en parler. Donc là, au début, on est dans la phase de découverte, et ce qui est important, fondamental, bam, à un moment, on va se faire un peu les montagnes russes. Si vous allez tout droit vers la fin, c'est bien, mais de mettre du relief, ça peut créer de l'intérêt. Avant, je mettais ici, c'est la merde, mais j'ai révisé, je ne voulais pas mettre de gros mots dans mon talk. Là, mettez de l'endroit, un moment. Quand on parlait de tout à l'heure, on est au milieu de l'histoire. C'est le rapport à la mort. Là, ici, vous avez passé le premier seuil, c'est un point de non-retour. Vous êtes engagé dans quelque chose. Et là, ce quelque chose, il y a ça marche pas. Et il y a presque l'envie de renoncer. Et ça, c'est humain. Et ça, c'est quelque chose. Et là, vous allez dire, ouais, mais c'est vrai, on a tous vécu ça. On démarre un truc, première mise en prod, boum, ça descend. Et là, vous dites, ouais, non, tu nous as fait de la merde, et hop, tu me retires ton machin, c'est nul, etc., etc. Et après, de raconter, potentiellement, la remontée un petit peu. Ok, on a pris cher, mais on va continuer. Et puis là, de montrer, voilà, allez, ça y est, la résurrection, pour arriver à la fin. Vous avez soigné votre truc, c'est plat, c'est stable, et maintenant vous commencez à en faire profiter les autres, en faire profiter votre entreprise, en faire profiter votre entourage. Vous faites des conférences pour en parler, vous êtes là, vous faites une conférence, vous êtes en train de transmettre un élixir, quelque chose qui vous a servi, vous avez acquis, vous êtes en train de donner, à offrir. Et là, vous prenez le statut de héros, à ce moment-là. Vous êtes dans votre nouveau monde, avec ce que vous avez apporté, et vous avez corrigé les défauts, vous avez corrigé les problèmes. Tadam! Comédien. Je suis pas sûr, au niveau du chrono, on est comment?
On est mal, hein? Non, vous avez peut-être envie de rentrer chez vous. Ouais, ouais, bon. En gros, j'avais fait l'histoire de ce talk un petit peu au début. Voilà, enfin bon, c'était chouette. Avec mes mentors à moi. Alors, je voulais vraiment... voilà, ça, c'est slide. En fait, ça, c'est mes 2 messagers. Méfiez-vous de celui-là en particulier. Celui-là, là, une discussion avec lui. Là, c'est à cause de lui que je suis là, grâce à lui. Mais on peut... Sun aussi, c'est en fait le même guet-apens. Eux, ils ont le rôle de messager en fait dans mon histoire pour ce talk. Ils m'ont dit, ouais, je parlais de mon livre de Vogler. Ils m'ont dit, tu devrais en faire une conférence. Je fais, non, si. Ouais, refus de l'appel, etc., etc. Et après, tous les gens qui m'ont aidé, qui m'ont accompagné avec des comédiens professionnels du secteur brestois. Aurélie, t'es là. Donc elle qui m'a motivé, en fait, qui m'a appris à faire un abstract, qui m'a guidé, en fait, qui m'a donné tous les outils en fait pour rentrer, mettre le pied dans le monde des conférences. Horatio qui m'a mis le coup de pied au cul pour aller au camping des speakers. Donc ils ont tous joué vraiment leur rôle de mentor et on les retrouve un petit peu dans mon histoire. Voilà, et c'est tout. Et merci beaucoup. C'était la keynote de fermeture. L'histoire de ce logo, en fait, c'est vraiment le porté de Dirty Dancing avec Yoda. C'est la même histoire. Et bien sûr, hein, je me nourris de pâtes, d'eau, de bière et de feedback. Merci à vous. Merci aux orgas. Et merci à toutes les personnes que j'ai pas citées, que j'ai rencontrées, avec qui vos histoires étaient top. Je me suis nourri de vous et maintenant j'ai envie de dire c'est à vous de raconter vos histoires. Merci beaucoup.